fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. Comment tu parles comme ça, ouais? Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend Ils vont voir si je suis pas un bonhomme. on a l'impression que ça veut dire autre chose? Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve, et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Dans cet épisode, on reçoit le journaliste, présentateur et photographe Nikos Aliagas, la voix douce et virile de la matinale d'Europe 1, l'œil sensible derrière les photographies de son dernier ouvrage, L'épreuve du temps. Nikos est aussi celui qui sèche les larmes des familles dans The Voice. Alors je lui ai demandé ce que c'était pour lui, un bonhomme. C'est une belle personne, je pense. Ça doit être une belle personne, un bon homme. Quelqu'un qui est beau à l'intérieur déjà avant d'être beau à l'extérieur. Et comment on est beau à l'intérieur? Beau à l'intérieur, c'est pas ce qu'on te dit en fin de soirée quand la personne est un peu éméchée, mais je m'en fous que tu sois connu, moi ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as à l'intérieur. Non, beau à l'intérieur, c'est d'abord de ne pas l'affirmer, mais de le prouver avec des actes. En amour, dans ta famille, en amitié, dans la société. C'est savoir être discret, savoir ne pas affirmer avant de prouver, quoi, tout simplement. Savoir être discret, même quand on fait un métier public. C'est l'autorité du beau à l'intérieur, c'est quelque chose qui a affaire à l'élégance, la dignité et la discrétion. Et vous êtes un bonhomme? C'est pas à moi de le dire, mais je suis le fils d'un bonhomme. Justement, qui sont les bonhommes de votre vie? C'était mon père, c'est mon fils, qui a 2 ans, et lui, c'est pour le coup un bonhomme qui se balade avec une couche culotte et qui me montre sa couche en disant « Papa, caca ». Voilà, déjà ça te calme direct. Et être un bonhomme, c'est de pouvoir le nettoyer, lui changer de couche, avec une complicité de papa à fils. C'est pas très grave, tu sais, t'inquiète pas. Voilà, un jour t'en auras plus besoin. Voilà, déculpabiliser. C'est peut-être ça la bonhomie. Quel type de modèle masculin incarnait votre père? Mon père, c'était un croisement entre Omar Sharif, Delon. C'est-à-dire c'était un... Je parle de lui, je perds d'ailleurs, c'est drôle, je jouais avec ma chevalière, je parle de mon père et ma chevalière sort de mon doigt. Voilà, je la remets. Mon père, c'était un croisement entre Omar Sharif, c'est-à-dire qu'un bel âtre oriental et Delon, parce qu'il portait l'habit et l'habit ne le portait pas. C'était quelqu'un qui tenait, quand une femme descendait de la voiture, il tenait la portière. Il allumait la clope aussi. C'est une époque où on fumait, donc il était là tout de suite. Il était toujours très dévoué. Et en même temps, c'était quelqu'un de dur. C'est qu'il savait dire non d'un simple regard. Un bonhomme n'a pas besoin de crier fort, n'a pas besoin de faire des déclarations ou de mettre en garde. Un seul regard suffit. Un bonhomme signifie. Il ne surligne jamais. Vous parlez d'Alain Delon. Est-ce que c'était une des références masculines que vous aviez quand vous étiez enfant? Delon, c'était la référence masculine. Pourquoi? Incontestablement. Easy charming. C'est-à-dire qu'il est né avec. Il est né avec. Pas besoin de faire le beau. Il était beau. Il est toujours d'ailleurs. C'est quand même rare, 50 ans plus tard, d'être encore une icône de la mode avec une photographie qui appartient à une autre époque comme un moment suspendu dans le temps, mais qui fait toujours rêver. C'est tellement rare. Delon, c'était voilà. Et puis, il ne voulait pas plaire à tout prix à tout le monde. Il dit toujours ce qu'il pense, même si je ne suis pas d'accord sur plein de choses. Mais c'est Delon, quoi. C'est la classe, Alain Delon. On a besoin de mythes. On a besoin d'archétypes et non pas de fausses vedettes. Lui, c'est la star. Même si on n'est jamais aimé par les siens. Ça reste une star, Alain Delon, quoi. Vous pensez que ce modèle-là est toujours valable aujourd'hui? Peut-être pas. Mais moi, il m'inspire encore. Je ne suis pas sûr qu'il soit dans l'air du temps. Il fait rien pour. Il vit même avec parfois, l'une des dernières interviews qu'il a accordées, je crois que c'était au journal Le Monde, avec les fantômes du passé. Mais au moins, il n'a pas essayé de plaire pour être encore au début des années 2000. Il ne s'est pas changé, il est resté lui-même avec ses contradictions, mais avec aussi la superbe qui est la sienne. Moi, j'aime bien les gens qui ne sont pas lisses. Même si je ne prends pas tout, j'ai besoin de savoir que voilà, il y a encore des gens libres.
Bon. Je compte. À 3, j'en flingue un au hasard. Et dans la culture grecque, à quoi il ressemble l'homme repère de la masculinité? Le repère de la masculinité chez les Grecs, c'est peut-être Ulysse. Donc c'est un corps. Ulysse, c'était pas un corps, c'était une ruse. Et en France? C'est entre Julien Doré et Jean Dujardin, je pense. C'est à la fois être sur une scène de façon charnelle, un peu sylphide, un peu insaisissable, charmante, charmeuse, et en même temps d'être dans une décontraction, une déconnade qui te rend beau aussi, parce que tu n'es pas dans la posture, ou quand tu la prends, c'est pour rigoler, et devenir ta propre caricature, genre OSS. Donc on est pour moi, c'est ça. La beauté française, l'élégance française, c'est d'abord une certaine forme d'ironie vis-à-vis de la posture. C'est-à-dire que plus tu poses, plus tu es moche, en général. Même si quand tu es beau, tu deviens moche. Ce qu'il faut, c'est ne pas poser et être suffisamment courageux pour être à la fois dans l'auto-sarcasme et l'auto-dérision d'un Dujardin qui est un bel homme, et en même temps dans la sensualité, dans la mise en danger d'un Julien Doré qui, dans sa façon d'être sur scène et dans son look, dans ses tatouages, dans sa voix, etc., il est beau aussi. Donc pour moi je me situerais là, entre ces deux bonhommes. Et il y a beaucoup d'hommes de votre génération qui sont construits sur un modèle antérieur de la masculinité. Et aujourd'hui, après notamment des ondes de choc comme MeToo et tout ce qui s'en est suivi et qui est arrivé jusqu'en France, ces hommes-là ont été obligés de trouver de nouveaux repères. Est-ce que ça a été votre cas? J'ai toujours accordé beaucoup d'importance à la femme. Et j'ai découvert la femme le jour où ma fille est née, réellement. Quand j'ai coupé le cordon et que j'ai réalisé que d'autres femmes que j'avais croisées sur mon chemin avaient aussi un papa qui les avait vues toutes petites. Ça change la donne, automatiquement. Ça change la vision de la masculinité et du pouvoir que ça peut avoir ou Bien non sûr, sur les autres. de l'illusion que tu peux avoir sur on est indispensable. Je suis le référent. Non, le référent, il n'est pas là. Le référent, c'était le père, c'est pas toi, déjà. Et ça sera à vie. Et si elle vient à toi, c'est parce que soit elle répare un chemin avec le père, soit ça lui rappelle ou ça la conforte dans un chemin avec le père d'une façon ou d'une autre. Dans les relations amoureuses, par exemple? Dans la relation amoureuse. C'est-à-dire que j'ai compris réellement, et je m'en suis voulu même, peut-être que je n'ai pas toujours été correct, plus jeune, à 20 ans, tu froisses, tu traces, tu te crois invincible, et puis finalement, on est tous des êtres fragiles. Mais je m'en suis rendu compte vraiment quand ma fille est née, et que je coupais le cordon, et que je découvrais voilà, une petite femme avec son sexe de femme, de nouveau-né, et je disais, ah ok, ah, c'est comme ça que ça marche, ok. Où tu te rends compte que plus que le désir, l'amour absolu prend le dessus surtout. Et l'amour absolu, c'est le respect du mystère de la vie. Et c'est un père qui peut dire ça. Quand je suis devenu père, j'ai appris d'abord à aimer la femme différemment pour ce qu'elle est, d'un point de vue presque métaphysique. Après, le reste, ai-je utilisé une quelconque posture professionnelle, sociale, pour plaire? Quand tu as aimé, quand tu as séduit les femmes, réellement, avant la notoriété, tu n'utilises pas... c'est petit d'utiliser le reste, ça ne t'intéresse pas. C'est quand tu as été en manque en général que tu utilises le pouvoir pour montrer que tu es là. On n'a plus besoin de séduire quand on est connu? Non, c'est même problématique, je pense. C'est que ça n'en vaut pas la peine quand tu es connu de rentrer dans une démarche, parce que c'est un malentendu la notoriété de toute façon. Au contraire, tu as besoin de séduire. J'ai rencontré ma femme, j'étais connu. J'ai aimé d'autres femmes, j'étais connu, mais pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que c'est un tout. Tu ne peux pas dire non, tu sais, je ne suis pas que le mec connu, ou la fille qui te dit je m'en fous que tu sois connu. Mais ça n'a aucun sens. Tu prends tout et tu fais comme tu peux. C'est ça là. Il était un homme d'aujourd'hui, et notamment après les histoires de MeToo, qui ont fait du bien et qui en même temps ont eu aussi leur expression exacerbée, parfois extrême. Un homme fait comme il peut aujourd'hui, un peu comme un funambule. C'est-à-dire, il doit prendre ses responsabilités de toute façon. C'est ça, voilà. Je crois que toutes ces histoires ont poussé un bonhomme à devenir un homme, sans être une posture ou une caricature. On va parler du corps.
Souvent, ce qu'on attendait un corps d'homme, c'était la virilité. C'est quoi être viril pour vous? Les poils, clairement les poils. Non, je déconne. Ça pourrait. C'est un critère chez certains. C'est quoi? Les walpés. Être viril, je sais pas. Être pas rasé, je sais pas. Ne pas être trop apprêté, ne pas sentir trop le parfum. Vous vous trouvez viril, par exemple? Ce serait du narcissisme. Je sais pas si c'est forcément une qualité. On l'a érigé en qualité pendant longtemps, mais Est-ce que je suis viril parce que je suis maquillé, je suis en costard, je vois pas où est la virilité nécessairement. Est-ce que je peux jouer au Latin Lover à 2 balles parce que je suis brun et que je ressemble à un Méditerranéen ça marche. qui bronze vite quand il boit un café? Ok, mais je l'ai pas cherché. Et vous avez le sentiment que les gens vous trouvent viril? C'est quelque chose qu'on vous dit souvent? Non, on me l'a pas dit. On me l'a pas dit récemment. On me le disait quand j'étais plus jeune. On me disait, ouais, mais on le disait parce qu'on me considérait appartenant à une case de mecs qui, voilà, de latin, de méditerranéen. Alors que j'étais grec, ça colle pas avec le latin, mais de méditerranéen. Donc ça avait la gueule méditerranéenne, mais qui était plus suspicieux qu'autre chose. C'est comme quand tu vois le mannequin, tu dis ouais, mais elle a rien dans le ciboulot. Bah, le mec un peu bronzé qui a la chemise ouverte, et je l'ai eu à 25 ans. On a l'impression que c'est un beau parleur qui Ouais, va nous embobiner. c'est un arnaqueur. En fait, c'était pas le cas. J'étais plus timide, beaucoup plus timide qu'on ne le croyait, en fait. Pas réservé, timide profondément, complexé certainement. Complexé. Oui, j'ai été complexé, bien sûr. J'étais incapable d'aller chercher une baguette dans une boulangerie. Je regardais le plancher, je disais, je veux une baguette, s'il vous plaît. Et c'est de la timidité. Oui, et c'est parce que j'étais timide et un peu complexé, un peu mal à l'aise, que j'ai fait tout le reste, certainement, inconsciemment, de psychanalytiquement, de me mettre dans une arène et dire, regardez-moi, j'existe, aimez-moi, détestez-moi, mais faites quelque chose. En général, c'est ce qui se passe. Je trouve que vous avez une tête de comptable. Je suis comptable. Justement, dans le métier, en tout cas celui d'animateur, d'abord, l'image est super importante. Est-ce que pour faire ce métier-là, ou à l'époque où vous avez commencé, il y avait des critères physiques auxquels un homme devait répondre? Est-ce qu'il y avait une norme pour passer à la télé et pour, J'ai pas eu de canon esthétique à respecter pour entrer dans la case. Je suis arrivé là par hasard, en vrai. Est-ce que j'ai plu? J'ai pas trop plu en France, je pense au départ aux filles ou des choses comme ça. Je correspondais pas aux critères. J'avais les cheveux longs un peu dans la nuque. C'était quoi justement les critères? C'était Ouais, le bien critère, propre. c'était plus fin, petite cravate, fine déjà Bon à garçon, quoi. l'époque, ouais, plus clean. On m'interdisait, si à la télé, je me souviens, il y avait un producteur qui m'interdisait d'ouvrir le deuxième le bouton. Il fallait que le bouton de la chemise soit fermé presque jusqu'en haut, presque. Dès Pour qu'on voyait un pouvoir peu de voir les poils, poils, oui. c'est pas bien, c'est vulgaire. Alors que à la même époque en Grèce, quand je faisais de la télé, j'étais dans les canons esthétiques méridionaux, tu vois, méditerranéens. Et alors, toujours dans ce rapport au corps, le fait de se voir prendre de l'âge quand on a un métier d'image, c'est aussi Pas inquiétant mal. que ce qu'on imagine? Non, c'est pas mal en vrai. C'est pas mal si tu es prêt à te comporter comme un mec de ton âge. Si tu commences à croire que tu veux ressembler au gamin, t'as quel âge? Voilà, un gamin de 27 ans qui se laisse un peu la moustache, tout ça, etc., qui a un pantalon carreau avec des chaussettes Hulk, je sais pas ce qu'il a dessus, et que tu veux dire, voilà, je suis encore dans le coup, et que je m'en fous, je suis jeune, t'es pathétique. Je pense que tu dois être en phase avec ce que tu es devenu, justement. Moi, je vais avoir 50 ans, j'ai la barbe blanche. Si ma barbe est longue, une barbe d'un mois, c'est une barbe toute blanche, quoi. J'ai moins de cheveux. J'ai pas plus de bites, curieusement. Je fais un peu attention. Je fais un peu de yoga avec ma femme, mes enfants. Voilà, je bouffe pas n'importe quoi. Je sors pas. Je me lève à 3 heures du matin. Je picole pas. Donc, mais je vois l'âge. Mais je l'accueille. Je suis heureux de le voir. J'ai pas envie d'avoir 30 ans. Je me préfère maintenant. J'aurais préféré avoir un peu plus de forme, un peu moins mal parfois aux articulations quand je fais un peu de sport. Mais en vrai, je suis bien. Je suis en phase, au contraire. Ça me rappelle mon père. Vous avez beaucoup parlé de votre père et je sais que c'est un sujet qui est C'est important saoulant. pour vous. Non, pas du tout. Au contraire, c'est important parce que j'ai envie de parler de transmission. Et est-ce qu'il y a des choses qui se transmettent ou qui se transmettaient de père en fils, de grand-père en petit-fils chez vous? Un bonhomme, ça doit rester libre.
de dire non, j'ai pas envie. Mon père m'a transmis ça, mon grand-père m'a transmis ça. Et puis eux, ils se plaignaient pas. Moi, parfois, je râle, mais ça dure pas. Mon grand-père rentrait du front pendant la Seconde Guerre mondiale, à pied, 6 mois. Ses guêtres sont rentrées dans l'os. Il les avait pas enlevés à cause du froid. Torturé par les nazis, c'est jamais plein. Rien. Et quand tu lui parlais de la guerre, il disait rien. Il disait, oh, mais je sais pas. Alors que c'était un héros. C'est ça pour moi, être un héros, c'est ça être un bonhomme. C'est pas être le numéro 1 à tout prix. C'est de pas être le numéro 2 quand tu te regardes dans le miroir. C'est ça, être un bonhomme. Quand on a un fils et une fille, est-ce qu'on leur transmet les mêmes choses? C'est ma femme qui est psy qui était choquée parfois quand des amis communs qui avaient des enfants, filles et garçons, déifiaient le fils en disant « Mais toi, tu vas être un bonhomme, tu vas toutes les faire. » Et ma femme était choquée. Et au départ, moi, ça ne me choquait pas. Je disais « Oui, ok, bah, tous les pères sont un peu stupides avec ça et on veut ça. » Et je réalise qu'elle avait raison. Je dis « Pourquoi ? Pourquoi lui, il devrait être... puisqu'on parle de sexe, là, en l'occurrence, tu vois, c'était un bonhomme, mais toi, tu t'auras des couilles, tout ça. Etc. Virilité. Voilà, pourquoi lui, en quoi il est plus important dans sa virilité que ma fille ? Moi, j'ai eu d'abord une fille, ben, c'est ma princesse absolue, ma fille. Et je veux qu'elle soit heureuse demain. Je veux qu'elle soit en phase, qu'elle se respecte, qu'elle aime pour les bonnes raisons, qu'elle ne soit pas victime, qu'elle n'ait pas peur d'être libre et de dire « je ne suis pas d'accord », tu vois ? Et je veux que mon fils soit la même chose. Je veux pas que mon fils soit genre, toi, t'es un mec, tu fais ce que tu veux. Non, respectez-vous, aimez-vous déjà. Sinon, vous serez malheureux. Mais ça, avant la paternité, j'aurais pas pu tenir ce discours. Je me posais pas ce genre de questions. Transmettre, c'est se souvenir. Transmettre, c'est aussi savoir qu'on a une immense responsabilité et qu'on va se planter de toute façon. Donc autant essayer de le faire le plus humblement possible. J'ai pas de certitude sur ce que je voudrais transmettre à mes enfants. Mais j'essaierai de faire le moins d'erreurs possible, en tout cas. C'est sûr. Mais si je peux leur apprendre à être libre et rester libre dans toutes circonstances, te lever d'une table parce que tu n'es pas d'accord, de dire ce que tu penses, c'est ça, être libre. Libre. Ne pas avoir peur de changer une situation parce que tu n'as pas le choix. Être libre, c'est avoir le choix même quand tu ne l'as pas. Vous vous sentez libre aujourd'hui ? Je crois. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maison Neuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.